indigènes, avoir d'autres idées, l'idée de l'indépendance par exemple, l'idée de l'autonomie, tout ça là. Donc il fallait contrôler. Et ce système-là existait, et au niveau de la radio, tout ce qui passait, il y avait un protocole qu'il fallait respecter pour que les choses puissent aller jusqu'à l'antenne. Et je pense que c'est des situations qui ont perduré d'ailleurs. Au moment de la Révolution, on a vécu ça. Et même après la Révolution, et même aujourd'hui, quand vous regardez comment les médias de service public travaillent, on est dans la même logique, mais peut-être sous une forme un peu relâchée, mais c'est la même logique. Il y a toujours ce que j'appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens de l'information. Ils contrôlent le système, mais ils sont virtuels. Ils sont virtuels. Ils sont virtuels, c'est des gens qui sont là, il ne vous dit pas, oui, il ne faut pas faire ça, mais le système est fait de sorte que le journaliste lui-même est obligé de se soumettre à ce genre de contrôle. Donc c'est pour dire que, en fait, c'est un livre révélateur de la situation actuelle que vit les médias du service public en République de Guinée. Parce que tout part de là. Tout est parti de là, la radio qui était au service de la métropole, et la radio qui était au service de l'indépendance, et puis la radio qui est restée au service de la révolution. Alors, la radio banane, enfin, de la radio banane à la voix de la révolution, de la radio banane à la voix de la révolution, l'expérience radiophonique en Guinée. Alors, si vous êtes un tout petit peu curieux, que vous voulez en savoir un peu plus sur la radio, comment elle est arrivée, dans quel contexte, c'était qui c'est que faisait fonctionner cette radio, et puis beaucoup plus d'informations toujours autour donc de la radio, jusqu'à ça vous donnera encore plus d'idées. En tout cas, nous, on était contents de découvrir cet ouvrage-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a invité l'auteur qui nous a fait le bonheur, le grand bonheur de répondre à l'invitation. La radio banane. Alors, on va revenir au nom. Vous avez dit un passage, là, c'est indiqué radio banane, un nom non officiel. Et c'est curieux comment ça se fait qu'un nom informel, un surnom, si on peut dire ça, un sobriquet. Un sobriquet. Un sobriquet peut venir s'imposer et que de façon unanime, tout le monde reste Radio Banane. C'est son rôle. C'est le rôle qu'elle jouait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle était exclusivement au service de la métropole pour donner des informations aux planteurs. C'est les planteurs qui lui ont donné le nom de la radio Banane. Parce que ça donnait des informations sur le mouvement des navires. Et d'ailleurs, l'idée de créer cet ouvrage est venue de là. À chaque fois quand on me parle de la radio banane, je demande aux gens, mais cette radio banane, c'est quoi? On me dit non, c'est une radio qui donnait des informations sur le mouvement des navires bananiers, etc. etc. Et je me suis dit, mais non, une radio ne peut pas être créée pour ça seulement. Est-ce que c'est là où se limite son rôle? C'est ça l'idée qui m'a poussé à écrire. J'ai dit, bon, je vais entreprendre des recherches. Je vais voir qu'est-ce que cette radio a joué comme rôle. Comme rôle. Est-ce qu'elle s'est limitée seulement, son rôle se limitait seulement, parce que ce sont les interrogations que je me suis posées. Est-ce que son rôle se limitait seulement à donner des informations sur le mouvement des navires bananiers? Là où Alors, ça va. Je suis allé en profondeur et j'ai découvert que, en fait, c'est une radio qui a été une des pièces maîtresses dans l'histoire de la Guinée. Oui, complètement. Et qui continue d'ailleurs, parce qu'on a encore la radio. Vous avez choisi de vous limiter à deux grandes périodes. Ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que c'est l'histoire donc de la radio depuis les années 50. Donc. Jusqu'à, en passant par, comme vous avez dit, la veille de l'indépendance, 56, 57, surtout 57, parce que on l'apprend aussi, la loi Gaston Defferre a accéléré, a provoqué quelque chose. De toute façon, dans les colonies, en Guinée, beaucoup plus. Et puis, il va y avoir donc l'indépendance. Donc, on va venir à la voie de la révolution, ce passage qui marque aussi la détermination, en tout cas un passage vers la radicalisation de la révolution par le président Ahmed Sékou Touré, donc justement, et puis bien d'autres. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'une radio qui a été créée, Radio Banane, avec cette fonction, bon, évidemment, c'est ajouter l'autre fonction qui est le contrôle et tout ça, mais qui n'est pas forcément affiché. Mais au-delà, après même que
la radio soit devenue, on va dire, la voix de la révolution et qu'après, on a changé votre ouvrage pour l'histoire qu'elle raconte, la période, en tout cas les périodes s'arrêtent là. Mais même après, cette radio va continuer à jouer des rôles. On le découvre. Le coup d'État de 1985 avec le colonel Diarra, cette antenne-là a servi. À un moment où la RTG déjà avait été bombardée par les poussistes. Et c'est cette radio, c'est l'antenne de cette radio Banane qu'on a utilisée pour donner des informations. Et avant ça, en 1970, l'agression de 70, c'est la même la radio antenne, a été utilisée par... on l'a lu, hein. Non, c'est vrai. Cette radio Banane avec son antenne qui, même après les bananes, justement, après les bananes, a continué à jouer un rôle extrêmement important. Alors, et puis, on va peut-être revenir un peu en arrière, le passage, enfin, la reprise en main de la radio, qui était la radio Banane, et puis, qu'est-ce qui a expliqué? Dites-nous un peu, on va dire, le passage de la radio Banane à la voix de la révolution. D'abord, il y a 3 périodes charnières. Oui. La première période, 50-55, 56, et deuxième période charnière, 56-58, où la radio a joué un rôle actif dans la conscientisation populaire, dans l'accession à l'indépendance. C'est même allé très loin. Et c'est allé même très loin. Parce qu'il y a le passage, vous allez voir, hein, il y a un passage qui a retenu mon attention, enfin notre attention, c'est par exemple l'organisation des écoutes collectives. Les écoutes collectives, bien sûr. Parce que la radio n'était pas... Alors d'abord, Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré n'a pas manqué d'intelligence parce que comme ça s'est passé avec la France, il s'est, vous l'expliquez dans l'ouvrage, il a fait appel au pays de l'Est, notamment l'Allemagne fédérale à l'époque, qui a équipé et tout ça avec plus de force. Et d'ailleurs, vous nous permettez de comprendre dans votre récit, la radio qui a été offerte à la Guinée était de loin plus puissante que la radio Banane. Mais bien sûr, à l'époque, pour vous dire un exemple, la radio guinéenne était écoutée en Éthiopie. Oui, c'était écoutée à Guadeloupe, dans le village natal de Mobutu. Oui. C'est pourquoi les grands éditorialistes guinéens ont pu s'exporter vers ce pays. Et la radio guinéenne était un modèle de radio en Afrique. Et tous les chefs d'État africains, au moment des éditoriaux, ou bien au moment de l'émission Panorama de l'Afrique, où Feu Ibrahim Mongo Diallo racontait un peu la vision de la Guinée par rapport à tout ce qui se passait à travers le monde. N'est-ce pas? Donc, tous les chefs d'État africains écoutaient. Les journalistes guinéens, ils étaient adulés, ils étaient adorés parce que c'était un engagement. C'était des journalistes engagés, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils suivaient. Ils avaient surtout la conviction. Ils avaient la conviction, c'est ça. Mais justement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Pardonnez, mais pour les téléspectateurs, parce que ce passage me semble très important, j'ai envie de dire, vous faites une analyse de certains éditoriaux en fin d'ouvrage. Oui. Et ça, bon, je sais pas, mais personnellement, je trouve d'abord que c'était des éditoriaux qui étaient très longs. Oui. À mon avis, à l'antenne, ça devrait être lourd, ça. Mais bien sûr. Mais en fait, vous savez, qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ces éditoriaux? Sinon, en fait, l'ouvrage, je voulais travailler un peu sur l'aspect historique de la radio Banane, mais à un moment donné, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais écoutez, pourquoi ne pas parler de la voix de la révolution qui est venue à partir de 1964, 65. Alors, quand c'est arrivé, donc ces éditoriaux avaient un sens. Parce qu'à l'époque, la radio nationale avait une ligne éditoriale, avait une charte éditoriale. Et cette charte éditoriale la conditionnait, n'est-ce pas, à œuvrer pour la décolonisation des pays africains, à œuvrer pour l'émancipation de la culture africaine. C'est la promotion de la culture africaine, pas seulement la culture guinéenne, mais la culture africaine. Mais cette charte aussi la conditionnait à défendre la révolution. Donc, il y avait une ligne directrice qui était établie. Et ces journalistes qui étaient curieux, justement, vous parlez de la longueur de ces éditoriaux. Pour moi, c'était curieux parce que je voyais que c'était vraiment des émissions entières qui étaient consacrées
j'ai eu à poser la question aux éditorialistes qui m'ont dit, mais écoutez, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que toutes ces informations-là qu'ils écrivaient, ils le recevaient d'où? Est-ce que c'est la révolution qui leur donnait? Est-ce qu'il y avait vraiment des conditions qui étaient là pour leur donner chaque fois des choses à lire à l'antenne? Doyen Ansoumana Bango a témoigné publiquement en disant, écoutez, non, on était déjà préparés, on était des révolutionnaires aguerris. Chacun venait le matin et dit, bon, écoutez, j'ai un éditorial écrit. Ce soir, il s'enfermait dans son bureau, il couchait son éditorial. Et j'ai remarqué qu'à travers ces éditoriaux, d'abord la recherche du contenu, le niveau intellectuel, la finesse de l'écriture, je me posais la question. Les réponses, même pour des matchs de football. Alors comment est-ce qu'ils arrivaient vraiment à sortir tout ça? Alors qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens à notre disposition. Et le contenu n'est pas forcément à ce niveau. Et c'est ça un peu, c'est là où le bas blesse. Donc pour peut-être revenir un peu à la deuxième étape charnière où la radio a joué un grand rôle pour l'indépendance, où Sékou Touré a récupéré la radio. En fait, Sékou Touré s'est rendu très tôt compte que la radio était un instrument qu'il pouvait utiliser pour asseoir non seulement sa notoriété, mais également pour faire véhiculer ses idéaux. Et comme il le disait d'ailleurs, transformer la mentalité. La mentalité. Voilà. Et très tôt, il a été très subtil lorsqu'il a été vice-gouverneur avec la loi Gaston Defferre, après les élections de 1957. Il a su tirer profit. Il a tiré profit. Il a fait en sorte que l'information relève de ses compétences. Oui, tout à fait. Vous c'est souligné dans et à partir de là, il a introduit progressivement la musique les langues nationales. Oui, les langues nationales le folklore national, etc., etc. Et mais comme il y avait un contrôle, toujours le contrôle de la métropole était là, et c'est pourquoi je disais quelque part que la radio a un dessin inavoué et puis un double langage. Alors, ils essayaient de faire passer de façon subtile les chansons, mais qui avaient une charge idéologique, qui avait un message profond qu'on faisait passer aux indigènes, à la population à la base, parce que la métropole était ferme là-dessus. L'idée de l'indépendance, ils ne voulaient pas entendre à un moment donné. Donc, Sékou Touré a utilisé la radio pour faire passer ces messages-là. Et j'ai retrouvé les mêmes refrains en 2010. Une fois, je descendais en ville, j'ai trouvé une banderole où c'était écrit « Au lang Narama, au Nakolo ». Tu as vu? Et ça, c'était des refrains de 1957. D'accord. Voilà. C'est pour dire que ce que nous avons conclu, nous le savons, nous convenu, nous le savons, etc. C'était les discours comme ça, et avec des mots voilés que Sékou Touré faisait passer subtilement. Donc nos langues sont très riches. Voilà, nos langues sont très riches. Et le folklore de la Basse-Guinée et de Fouta, de certaines régions de la Guinée, ont contribué, n'est-ce pas, à la conscientisation populaire. Et il y a même une chanson populaire. Moi, je l'écoutais quand on était encore jeune. C'était la chanson de Conté Fodé, Simiti Mouna Sande Mouna. Tu vois, c'est-à-dire que c'était des rappels. Oui. Mais vous avez vu, parce qu'il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, voilà, on nous faisait travailler. On nous faisait travailler. C'était la souffrance. Voilà, ça donnait envie aussi d'être libre. Et c'est là, en fait, ça rentrait dans la vision de Sékou Touré, dans la politique de Sékou Touré pour utiliser la radio en faveur de la préservation des acquis de l'indépendance. Parce qu'après l'indépendance, après qu'on ait voté, beaucoup de Guinéens sont partis, les 26 000 Guinéens qui ont dit oui. Et puis il y avait surtout aussi le poids de la France. La France, dont on savait qu'elle n'allait pas pardonner à la Guinée. Ils ont fait passer des discours que oui, il ne faut pas compter sur ce monsieur, et il faut que si vous restez, ce n'est pas bon, il faut partir. Beaucoup sont partis. Et Sékou Touré, intelligent qu'il était, a compris cela, il a utilisé encore la radio à travers des chansons des folklore, parce que ce qu'il a reçu, il a fait sillonner les techniciens dans toutes les préfectures pour aller puiser dans le folklore, dans le fond fin de la Guinée, les valeurs culturelles de notre pays. Et il y a eu des chansons qui ont contribué à faire revenir beaucoup de Guinéens. Parce que d'un côté, on disait non, la Guinée, il ne faut pas venir, c'est ceci. Et ces chansons qui étaient diffusées partout, enfin réveiller les consciences, même en dehors de la Guinée. Et beaucoup de Guinéens sont rentrés dans leur pays pour ça.
De la radio banane à la voix de la révolution, l'expérience radiophonique en Guinée. Le livre est de Bangali Camara, donc notre auteur, que nous avons reçu aujourd'hui pour vous. On est bousculé par le temps, malheureusement. Et énormément de choses à découvrir dans cet ouvrage. Hein. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la rubrique qu'on appelle Marque-Page. Vous le savez. De la radio banane à la voix de la révolution. Marque-page, page 39. La radio banane est un instrument de combat pour l'indépendance nationale. Si la radio banane avait servi essentiellement à la diffusion des informations sur le mouvement des navires bananiers durant la période de 1950 à 1955, sous un régime de monopole total de la métropole, il n'en sera pas de même de 1956 jusqu'en 1958, dites-vous. En effet, la loi 56-619 du 23 juin 1956, dite loi cadre, accordait une autonomie aux colonies pour participer à la gestion administrative de leur territoire, jusque-là exclusivement administré par les fonctionnaires français qui détenaient les pleins pouvoirs. Les indigènes assumaient des fonctions intermédiaires visant à renforcer l'administration coloniale sur le terrain. Le décret du 4 avril 1957, en application de la loi cadre, va instaurer le conseil de gouvernement comme organe du pouvoir exécutif local, dont le vice-président devait être issu du groupe majoritaire à l'Assemblée territoriale. Cette nouvelle donne va permettre aux organisations syndicales et aux formations politiques qui existaient à l'époque de participer à la création des conseils de gouvernement, organes de prise de décision concernant l'administration et la gestion de leur territoire. En Guinée, une assemblée territoriale avait été convoquée le 24 avril 1957, à l'issue de laquelle un procès verbal de désignation des membres avait été publié le 10 mai 1957 pour la constitution du conseil de gouvernement. Ainsi, quelques jours plus tôt, l'arrêté numéro 57001, tout est précis, du 14 mai 1957 a institué un conseil de gouvernement de la Guinée française de 13 membres dont Sékou Touré assumait le poste de vice-président. On en parlait tout à l'heure. Le gouverneur français, voilà, je continue, Ramadier, président. Investi le 9 mai 1957 comme vice-président, Sékou Touré avait désormais la marge de manœuvre pour agir de manière subtile, on en a parlé tout à l'heure, afin d'opérer des changements au sein de l'appareil administratif. Il réussira à faire occuper les postes clés de l'administration par les membres du PDG et à court-circuiter peu à peu, dites-vous, les administrateurs français qui étaient encore en place. Ainsi, le 3 août 1957, Sékou Touré obtiendra l'arrêté numéro 57074 du Conseil du gouvernement qui lui donnait l'autorité sur les directions et les services dont, entre autres, la direction du plan et de l'aménagement du territoire, le service de l'information et celui du logement. Tout à fait. Voilà, là j'ai été un peu long parce que tout à fait, oui. Et ça explique. Et c'est ce qui va lui donner le plein pouvoir d'opérer tous les changements. Tout à fait. Alors, on va passer à un autre extrait. Ben là, je suis obligé parce que j'en avais choisi 4 et on ne pourra en lire que 2. Je vais prendre à tout hasard parce qu'effectivement, tout est sympathique. Alors là, je pense qu'on est dans voilà, l'organisation des écoutes collectives. On en a parlé tout à l'heure. Ça peut être sympa de revenir. Page 59. Marque-page. Les haut-parleurs de marque Telefunken, je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Telefunken, installés par l'Allemagne de l'Est, avaient une puissance qui variait entre 50 et 100 watts. Les émissions étaient lancées directement à partir de la radio ou de la présidence de la République, qui disposait de la deuxième commande. Et ça c'est fort. Ouais. C'est-à-dire que le contrôle... oui, bien sûr, à tout moment, il pouvait s'adresser à la nation. Oui. Il détenait la deuxième commande de la radio. Ouais. Ainsi, le président Sékou Touré pouvait à tout moment, ah oui, c'est même noté, ainsi le président Sékou Touré pouvait à tout moment disposer des antennes de la radio nationale pour faire passer son message. Bien sûr. Parallèlement, il contrôlait tout ce qui était diffusé. Mais
il pouvait aussi décider d'interrompre n'importe quelle émission dont le contenu ne cadrait pas avec l'idéologie et la philosophie du parti. Ouais. Il arrivait souvent que Sékou Touré lui-même appelle directement à la régie pour faire des observations relatives aux coquilles qui glissaient dans certaines chansons et dans les commentaires ou reportages des journalistes. Oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est des témoignages des techniciens qui travaillaient à l'époque, que je relate, n'est-ce pas, qui disaient que Sékou Touré, à des moments, il intervenait. Et ça, ce n'est même pas lui seulement, parce qu'après lui, c'est une pratique qui a continué. Mais maintenant, il arrive deux fois, c'est le patron qui appelle pour dire... Non, mais les médias, les médias représentent ce qu'ils sont, et puis leur accessibilité. Aujourd'hui, avec les radios qu'on peut avoir en poche dans les téléphones et tout le monde dispose de la radio. Leur accessibilité, eh bien, justement, fait qu'effectivement, le pouvoir, quel que soit le pouvoir, que ce soit ici ou en Europe, ce n'est pas la même façon de fonctionner. Mais les lignes éditoriales aussi sont faites pour que ça soit cadré un peu quelque part. Donc, encore une fois, mesdames et messieurs, vous l'aurez vu, 2 extraits pour vous dans le cadre de notre marque-page consacrée exclusivement à cet ouvrage de la radio Banane à la voix de la révolution. L'expérience radiophonique en Guinée, c'est de Bangali Camara, ou alors si vous voulez, docteur Bangali Camara, l'auteur, qui nous a fait le plaisir donc de venir à cette émission. Donc, à présent, nous allons passer à la 3e et dernière rubrique de ce numéro. Il s'agit des questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique votre intérêt pour l'histoire de la radio? Bon, mon intérêt est tout simple parce que, vous savez, c'est une histoire que j'ai voulu raconter pour que la nouvelle génération sache qu'est-ce qu'a été la radio, comment elle est arrivée et qu'est-ce que la radio a joué comme rôle, aussi bien dans l'indépendance de notre pays, mais également qu'est-ce qu'elle a joué comme rôle dans la préservation des acquis de l'indépendance et surtout la période que beaucoup ne connaissent pas, surtout les jeunes d'aujourd'hui, c'est la période de la Révolution. Comment la radio s'est-il comportée pendant cette phase, cette période cruciale de notre histoire? Donc j'ai voulu raconter cette histoire-là aux gens pour que les gens comprennent un peu que la radio a joué un rôle charnière dans l'histoire de notre pays. Bonjour, Monsieur Bangali Camara. Oui. Merci pour votre ouvrage. Ma question est la suivante. Moi, je voulais savoir, ceux qui travaillent dans une maison de radio disent « je vais à la radio ». Ceux qui achètent une radio disent « donne-moi ma radio ». Quelle est la différence entre ces deux radios? Bon, en fait, la différence, c'est que en fait, ceux qui travaillent, c'est des artisans, c'est des gens qui sont là. Moi, je les appelle les cuisiniers. En fait, c'est eux qui préparent tout. Ils préparent des émissions sur la base d'une ligne directrice que leur rédaction leur dicte. Ils préparent, ils mettent à la disposition des populations. Les populations s'identifient à eux. C'est pourquoi ils disent « donnez-moi ma radio ». Parce que c'est leur radio. Parce que le journaliste ne travaille pas pour lui-même. Il travaille pour le public. Donc, c'est le public qui est souverain, c'est les auditeurs qui sont souverains, c'est eux que nous servons, ce n'est pas nous que nous servons. Hein. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'il n'y a pas de journaliste pour soi, il y a des journalistes pour les autres. Nous avons notre légitimité par la confiance que le public place à nous d'agir en lieu et place. C'est pourquoi nous sommes des journalistes, on nous appelle souvent des porte-parole des sans-voix. Les sans-voix, c'est les auditeurs. C'est pourquoi nous disons, je vais à la radio, oui, je vais pour travailler pour les auditeurs, et les auditeurs, eux, ils réclament leur radio. Monsieur Bangali, bonjour. Bonjour. Si vous devriez résumer en quelques mots votre ouvrage, que diriez-vous? Alors, je dirais tout simplement que la radio Banane raconte l'histoire de la Guinée en 3 étapes. L'histoire de la radio en Guinée en 3 étapes. La première, 50-55, qui était une radio utilitaire au service de la métropole. 56-58, une radio militante pour l'indépendance nationale. Et de 58-84, une radio révolutionnaire pour la propagande révolutionnaire, donc pour non seulement la défendre
faire la promotion de la culture africaine, mais également pour lutter contre la décolonisation de l'Afrique. Voilà un peu le résumé que je peux donner par rapport à cet ouvrage de la radio Banane, la voix de la révolution. Merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro qui a été exclusivement consacré pour vous à cet ouvrage de la radio Banane à la voix de la révolution, l'expérience radiophonique en Guinée de Bangali Camara. Bien alors donc on vous remercie surtout pour votre fidélité à ce programme et on se retrouve la semaine prochaine évidemment avec un autre auteur et un autre ouvrage. Au revoir.